Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 5. La tristesse d'une reine qui ne pouvait régner. La puissante barrière d'obsidienne soudain se liquéfia, coulée verte et vitreuse qui, au contact de l'eau, siffla, dégageant une terrible puanteur cependant que des montagnes de vapeur se dressaient devant eux puis, se dissipant, révélaient une autre rivière. Celle-ci, étranglée entre les parois d'une gorge profonde, semblait d'origine naturelle, et Elric, désormais enclin à l'interprétation, se demanda si le pont sur lequel il s'était pour la première fois battu avec le guerrier de la Perle n'avait pas enjambé ce même torrent. Et leur bateau, qui avait semblé d'être si robuste, parut tout à coup pitoyablement frêle, emporté par le flot rugissant qui ne cessait de s'enfoncer, au point qu'Elric en vint à se dire qu'ils allaient finir par atteindre le cœur du monde. Puis, sans le moindre signe avant-coureur, le torrent prit fin. Il venait de basculer sur des chutes et, avant d'en avoir eu conscience, s'était lourdement reçu dans des eaux plus calmes où leur nef dansait telle une miette de pain sur une flaque, tandis que leurs yeux levés découvraient un ciel d'étain morbide où évoluaient, dans un échange de cris désolés, de noires créatures portées par leurs ailes membraneuses au-dessus de palmiers aux feuilles tendues, comme des peaux vertes, dans l'attente d'un soleil qui ne se lèverait jamais. Une riche odeur de pourriture flottait dans ces lieux, et le constant fracas de la cascade s'alliait au rugissement plus lointain du torrent pour étouffer un silence que seuls rompaient les bestioles survolant rocs et frondaisons. Il faisait chaud. Elric n'en fut pas moins parcouru d'un frisson, vit Ouneux qui relevait le col de son pourpoint, et jusqu'à Dame Soug qui resserrait autour d'elle ses amples atours. Connais-tu vraiment ce royaume, Ouneux s'enquit Elric. Je sais que tu t'y es déjà rendu, mais tu m'as l'air aussi surprise que moi. Il présente toujours des aspects neufs. C'est dans sa nature. Mais peut-être Dame Soug saura-t-elle nous en dire plus. Et Ouneux se tourna poliment vers leur guide. La notonnière ne semblait pas avoir apprécié qu'Elric ait vu son visage. Elle avait rectifié l'attache de son voile pour qu'un tel incident ne pût se reproduire. Je suis la reine de ce pays, dit-elle, sans afficher ni fierté ni autre émotion. En ce cas, vous avez une cour susceptible de nous aider. Et lui était mon roi, si bien que je n'avais pas pouvoir sur lui, seulement protection sur son sol. C'est l'endroit que vous nommez Falador.
Une contrée de démence? Oui, pourvue de maintes défenses, qui tiennent à l'écart ceux qui pourraient aussi souhaiter s'en écarter, murmura Oune, comme si elle réfléchissait à voix haute. Avez-vous peur de ceux qui protègent Falador, dame Soug? Je suis la reine Soug, désormais. La gracieuse silhouette de la notonnière se redressa. Parodie ou sérieux, Elric n'aurait su le dire. Je suis protégé ici. Vous, non. Garantir votre sécurité m'est impossible, même à moi. La nef poursuivit sa lente progression au fil du courant. La vase sur les rochers semblait se mouvoir, comme vivante, et il y avait des formes dans l'eau qui inquiétaient Elric. N'eût-il craint de passer pour un malotru qui l'eût tiré sa lame? Qu'avons-nous à redouter ici? Demanda-t-il à la reine. Et voilà qu'il dérivait en contrebas d'un éperon rocheux sur lequel avait pris position un cavalier. C'était le guerrier de la perle, qui laissait tomber sur eux un regard empli du même mélange de raillerie et d'inconscience. Il brandit un long bâton auquel il avait lié la corne acérée, contournée, de quelque animal. La main de la reine Soug monta vers lui et s'agita, menaçante. Le guerrier de la perle ne fera pas ça. Le guerrier de la perle ne peut défier personne, même ici. Le hideux gloussement, une fois de plus, se fit entendre alors que le cavalier redescendait du rocher. Puis il cessa d'être visible. Va-t-il nous attaquer? Demanda Oune à la reine. Celle-ci se concentrait sur la barre, infléchissait subtilement la trajectoire de l'embarcation pour l'engager sur un bras s'écartant du lit majeur de la rivière. Peut-être avait-elle déjà l'intention d'éviter tout conflit. Il n'a pas le droit, dit-elle. Hein! L'eau avait viré au rouge rubis, et des berges, ouatées de mousse brune aux reflets moirés, montaient maintenant rejoindre en pente douce les falaises qui s'éloignaient. Elric distingua nettement d'antiques visages qui le regardaient sur ces rives accueillantes, et sur le roc hostile des parois, mais il n'y sentit nulle menace. Le cours de la rivière avait la rougeur du vin, et justement, il y avait une suavité capiteuse dans l'atmosphère de l'endroit. Peut-être la reine Soug, connaissant tous les coins retirés de ce monde, avait-elle composé son itinéraire pour éviter d'autres secteurs plus dangereux. Cette région est sous l'influence de mon ami Edif, leur apprit-elle. C'est un souverain qui s'intéresse avant tout à la poésie. En sera-t-il ainsi cette fois? Cela, je ne le sais. Il s'était rapidement habitué à ces étranges tournures de phrases, et commençait à la comprendre sans trop de difficulté. Toutefois, il n'avait toujours aucune idée du genre d'homme que pouvait être Edif quand, à l'évidence, ils sortirent de ces terres pour en aborder d'autres où, sur les deux rives, le désert apparut soudain derrière des palmiers dont l'impeccable alignement semblait promettre un oasis au bout de cette voie royale. Mais rien de tel ne se matérialisa. Bientôt, le ciel eut repris sa couleur de foie malade, cependant qu'autour d'eux s'étaient soulevées des murailles de pierre. Et il y avait cette odeur, nauséeuse, oppressante qu'Elric associait aux antichambres de quelque cour princière décadente. Parfum en un temps suave, désormais éventé, mais autrefois succulent et maintenant hors d'âge, fleurs qui n'étaient plus décor mais rappel de la mort. Les falaises, de part et d'autre, se trouaient maintenant de grottes, bouches béantes comme garnies de crocs, où la rivière pénétrait, suscitant de liquides résonances. Elle paraissait inquiéter la reine Soug qui s'attachait à maintenir la barque au milieu du courant. Elric y vit remuer des ombres, au-dessus et au-dessous de l'eau. Il vit des gueules écarlates s'ouvrir et se refermer, des yeux pâles qui le fixaient sans cligner. Ces créatures ressemblaient à celles que le chaos engendre, allumant alors en lui le regret de son épée runique, de son protecteur chez les ducs de l'enfer, et de son répertoire de charmes et d'incantations. L'albinos ne fut pas vraiment surpris quand une voix finit par jaillir de l'une de ces cavernes. Je suis Balis Shamon, seigneur du sang, et je voudrais quelques reins. Nous ne nous arrêterons pas, cria la reine Soug en réponse. Je ne suis pas ta nourriture, et je ne le serai jamais. Leurs reins alors, les leurs, insista la voix. Je ne me suis rien calé de sérieux dans le corps depuis si longtemps, ma reine. Des reins, je veux des reins.
Elric tira sa dague et son épée. Oune fit de même. Vous n'aurez pas les miens, messire, dit l'albinos. Ni les miens, ajouta la voleuse de songe, cherchant d'où venait la voix, mais il y avait trop de grottes. Je suis Baal Miss Jamon, seigneur du sang. On ne passe pas chez moi sans acquitter péage. 2 reins, j'exige. Je peux prendre les vôtres si vous y tenez, lança Elric. Vraiment. Il y eut un grand remous à l'entrée de la plus lointaine caverne, tourbillon et vagues d'écume indécises. Puis quelque chose se pencha sous la voûte et sortit, pataugeant jusqu'à mi-courant, corps charnu festonné de végétation croupissante, de fleurs froissées, rivant sur eux 2 yeux noirs minuscules derrière un groin cornu garni de chicots ébréchés, fendillés, noirs ou jaunes, avec une langue qui les pourléchait, se glissant dans leurs interstices, en expulsant des lambeaux de viande pourrie. Le monstre gardait une énorme patte posée sur la poitrine. Il l'abaissa, révélant un trou noir et béant à la place du cœur. Je suis Balmis Jamon, seigneur du sang. Regardez ce qu'il me faut remplir pour vivre. Pitié, oh pitié, petite créature. Un rein ou 2, et je vous laisse passer. C'est vide, là, vide. Vous comprenez, vous êtes complet, vous. Faites-moi justice, partagez. Je n'ai de justice à vous rendre qu'au fil de ma lame, seigneur Balis, rétorqua Elric, brandissant une épée fort peu menaçante. Tu ne seras jamais complet, Balis Jamon, cria la reine Soug à la créature, tant que tu ne connaîtras pas la pitié. Allez, un rein suffira. La patte se tendit vers Elric dont l'épée ne rencontra que l'air. Quand la patte revint, il sentit la pointe érafler la peau du monstre mais n'y vit pas de marque. La patte saisit la lame. L'albinos la reprit. Balis Jamon poussa un grondement de frustration et de chagrin et attaqua cette fois-ci des 2 pattes. Arrêtez, voilà votre rein. Oune tenait quelque chose d'humide et le montrait à la créature. Vous avez ce que vous vouliez, non? Laissez-nous passer maintenant, d'accord? Oh, d'accord. À l'évidence radoucie, Balis Jamon prit délicatement ce qu'elle lui tendait et l'expédia dans le trou de sa poitrine. Bon, c'est bon, allez-y. Puis, grotesque, il repataugea paisiblement vers son antre. Honneur sauf, fin satisfaite. Elric se tourna vers Oune, reconnaissant mais totalement perplexe. Qu'est-ce que c'était? Un gros haricot. Elle sourit. Des provisions que j'ai toujours dans ma poche de ceinture. Ça ressemble à un rein, surtout si on le fait tremper. À mon sens, il n'avait pas grand chance de voir la différence. Une créature assez frustre, apparemment. Les yeux de la reine Soug continuèrent de fouiller les hauteurs longtemps après la disparition des grottes et l'élargissement des parois. Sur les bords de la rivière, des buffles s'arrêtèrent de boire, soulevant le mufle hors de l'eau pour leur manifester une curiosité circonspecte. Elric suivit le regard de la nautonnière, mais ne vit là que le même ciel couleur de plomb. Il rengaina sa lame. Ces créatures du chaos semblent de fait assez simples, moins intelligentes par certains côtés que d'autres qu'il m'a été donné de rencontrer. Oui, dit Oune. Elle n'avait pas l'air surprise. C'est dans la nature des choses. Elle serait. Leur nef se souleva soudain, et, l'espace d'une seconde, Elric crut que le seigneur Balis lui apportait un démenti, qu'il s'était aperçu de la supercherie et les avait rattrapés pour tirer de vengeance. Mais ils étaient seulement sur la crête d'une énorme vague. La rivière était en crue. Très vite, elle noya les berges dont elle s'était momentanément dotée, retourna battre, escalada même les parois luisantes de limon en haut desquelles, maintenant, des silhouettes se découpaient, extraordinairement variées dans leur difformité et dans leurs dimensions invraisemblables. Elric se souvint de la mendiante populace de Nad Sokor. Ces êtres pareillement vêtus de haillons affichaient des mutilations probablement volontaires et le même assortiment de maladies, de plaies, de négligences quotidiennes. Ils étaient immondes. Ils ne cessaient de geindre et couvraient la barque d'un regard avide en se passant la langue sur les lèvres. Plus que jamais, Elric regretta Stormbringer, l'épée runique.
et une petite intervention des élémentaires n'aurait pas manqué de jeter la panique dans cette racaille. Mais il n'avait d'autre arme que celle qu'il avait ravie aux aventuriers magiciens. Il lui fallait se reposer sur cet acier ordinaire, sur son alliance avec Oune, sur la complémentarité naturelle de leur technique de combat. Une trépidation monta des profondeurs de la coque, et la vague, aussi brusquement qu'elle s'était soulevée, reflua, les laissant échouer au sommet de la falaise, entourés par la horde monstrueuse qui, haletante, grognante, reniflante, convergeait sur sa proie. Sans perdre son temps à parlementer, Elric franchit d'un bond le bordage et sabra les 2 premiers gueux qui se portaient vers lui. L'arme n'avait pas trop perdu de son fil. 2 têtes sautèrent, et l'albinos se tint au-dessus des corps, posant sur eux ce sourire de loup qui lui valait parfois un tel surnom. Je vous veux tous lança-t-il, une bravade héritée des pirates du détroit de Villemyre. Puis il repartit et cueillit en pleine poitrine sur la pointe de sa lame une 3e créature du chaos. Je ne serai satisfait qu'après vous avoir oxy jusqu'au dernier. Pareille résistance prit de court ses répugnants adversaires, et un flottement se fit dans leurs rangs. Des regards s'échangèrent, des armes tournèrent entre des doigts atrophiés. On réajusta les loques, on tripota moignons et tumeurs. Oune avait rejoint l'albinos. Je veux ma juste part, Elric, laissez-moi. Et à son tour, elle se rua pour abattre son sabre sur une horreur simiesque équipée d'une hache sertie de gemmes, superbe pièce provenant à l'évidence d'un précédent pillage. La voix de la reine Soug monta derrière eux. Ils ne vous ont pas attaqué, seulement menacé. Faites-vous vraiment ce que vous devez faire? Nous n'avons d'autre choix, reine Soug, cria Elric par-dessus son épaule, et il feinta, s'apprêtant à ravir 2 vies semi-humaines de plus. Non, non, il n'y a là rien d'héroïque. Que peut le gardien s'il n'est plus un héros? Même Oune en resta perplexe. Quand, dans une interrogation muette, Elric accrocha son regard, il n'obtint en réponse qu'une mimique impuissante. La canaille reprenait quelque assurance, et de nouveau se rapprochait. Des groins se tendirent vers eux, narines palpitantes. Des langues épongèrent de leur bave des lèvres avachies. Des yeux brûlants, injectés de sang, obstrués de châssis purulentes, s'étrécirent encore, concentrant leur haine. Puis le cercle se referma, et Elric sentit sa lame rencontrer quelque résistance, émoussée qu'elle était par les services déjà rendus. Le cou s'ouvrit quand même, et la tête bascula sur le côté, dardant toujours son regard noir cependant que des mains se crispaient dans le vide. Dos à dos, l'albinos et la voleuse de songes harmonisaient leurs mouvements de manière à garder un flanc protégé par la nef dont la meute immonde semblait craindre le contact. La reine Soug pleurait en assistant à la scène, manifestant sa détresse et sa totale absence d'autorité sur les créatures du chaos. Non, non, arrêtez, ça ne l'aide pas à dormir, non, elle a besoin d'eux, je le sais. À cet instant, Elric entendit claquer des sabots, et il vit, par-dessus les têtes de leurs assaillants, la blanche armure du guerrier de la perle. C'est à lui qu'ils obéissent, s'écria-t-il, réalisant soudain. Ce sont ses troupes, et il veut se venger de nous. Non! La voix de la reine Soug s'était faite lointaine, ne semblait leur parvenir qu'après avoir franchi d'incommensurables distances. Ça ne peut pas être utile, c'est votre armée, ils seront fidèles. Ces paroles apportèrent à l'albinos une clarté inattendue. Et si elles n'étaient pas vraiment humaines? Si toutes ces créatures ne faisaient qu'utiliser quelques mimétismes propres à leur race pour se mêler à l'humanité? Il y aurait là l'explication de leur bizarre tournure d'esprit, de leur singulière logique, de leur étrange manière de s'exprimer. Mais l'heure n'était pas aux spéculations, car la canaille étroitement les pressait, Oune et lui, leur laissant à peine la place de manier leur sabre pour la tenir à distance. Du sang giclait, poisseux, fétide, souillant leurs lames, leurs bras, leur soulevant le cœur. Il se sentit menacé d'être submergé par la puanteur avant que ne fût consommée sa défaite par les armes. Il était clair qu'il ne pouvait soutenir l'assaut d'une telle meute, et la pensée remplissait Elric d'amertume. Touchés au but de leur quête pour s'en voir ainsi ravir la jouissance par la lie du chaos. Puis d'autres corps tombèrent à ses pieds, et il comprit qu'il n'était pas responsable de leur mort.
Une aussi avait l'air sidéré par la tournure des événements. Ils levèrent les yeux. Ce qui se passait là était au-delà de leur compréhension. Le guerrier de la perle chevauchait dans les rangs des difformes créatures, s'y frayant çà et là une route, d'estoc avec sa lance de fortune, de taille avec sa longue lame, gloussant et croissant sur chaque vie qu'il prenait. Quelque chose comme du plaisir embrasait ses yeux hideux, jusqu'à sa monture qui se battait des quatre fers et poursuivait la racaille de ses morsures. Voilà ce qu'il faut faire! La reine Soug applaudissait. Voilà qui est vrai, voilà qui vous couvre d'honneur. Progressivement repoussée par le guerrier de la perle, par Elric et par Une, la horde répugnante entra en débandade. Et bientôt, ils furent tous à courir vers le bord du précipice, à s'y jeter plutôt que de périr sous la lance d'os et sous l'épée d'argent du guerrier qui poussait les retardataires du troupeau vers leur destin, à grand renfort de ricanements et de railleries, les traitant de couards et d'insensés. Vilain, pas beau, mourez, disparaissez, disparaissez, banni, oui, banni, vous êtes banni là-bas. Elric et Une, adossés à la nef, s'efforçaient de reprendre haleine. Croyez, croyez en ma gratitude, guerrier de la perle, dit l'albinos alors que le cavalier revenait vers eux. Vous nous avez sauvé la vie. Oui. Le guerrier de la perle hocha gravement la tête, avec un regard songeur qu'Elric ne lui avait jamais vu. Il en est ainsi. Maintenant, nous allons être égaux, puis connaître la vérité. Je n'ai pas comme vous ma liberté. Il se tourna vers Une. Le croyez-vous? Je. Je le crois, guerrier de la perle. Moi aussi, je suis heureuse que vous nous ayez aidés. Je suis celui qui protège. Ce devait être fait. Vous continuez? J'étais votre ami. Une se retourna vers la reine Soug qui, elle aussi, hochait la tête, bras tendus comme pour quelque offrande. Ici, je ne suis pas votre ennemi. Reprit le guerrier de la perle comme s'il avait affaire à des simples d'esprit. Serais-je complet que nous formerions à nous trois une trinité grandiose? En Ouida, cela t'est connu. Je n'en ai pas. Ces mots sont à elle, voyez-vous. Moi, je pense. Sur l'exceptionnelle énigme de ces dernières paroles, il fit volter sa monture et s'éloigna rapidement, finit par se fondre dans le vert lointain de la falaise herbue. Trop de défenseurs pour trop peu de protecteurs, dit Une, non moins mystérieuse. Mais avant qu'Elric ait pu solliciter quelque éclaircissement, elle avait reporté son attention sur la reine Soug. Est-ce vous, gente dame, qui avez mandé le guerrier de la perle à notre aide? Elle vous l'a dépêché, je pense. La reine voilée semblait presque en transe, et l'entendre parler d'elle à la troisième personne accentuait son étrangeté. Elric se demanda si, par ici, telle n'était pas la norme, puis se dit une fois de plus que tous ceux qui peuplaient ce royaume n'avaient peut-être d'humain que l'apparence. Pour l'heure, ils étaient échoués en net surplomb de la rivière. Elric gagna le bord de l'abîme, y plongea son regard et n'y vit que les rares cadavres restés accrochés çà et là sur les rochers, le courant ayant emporté les autres. Il fut content que leur nef n'eût pas à se frayer un chemin dans des eaux si désagréablement encombrées. Comment poursuivre? Demanda-t-il à Une. Et il eut une vision. Elle et lui dans la tente de bronze, l'enfant étendu entre deux. Ils étaient mourants. Il sentit se creuser en lui la béance à vif d'un manque, comme si la drogue de là-bas l'appelait, lui rappelait sa dépendance. Anig à Quarzazat lui revint en mémoire, et Simoril sa promise, à Imrir l'espérant. Avait-il eu raison de laisser Irkoun régner à sa place? Chacune de ses décisions lui paraissait à présent ridicule. Pour n'avoir jamais brillé dans sa propre estime, il ne gardait quand même pas le souvenir d'y être tombé si bas. Son imprévoyance, ses échecs, ses folies, tout lui était rappel de ce qu'à sa débilité physique s'ajoutait l'absence du plus élémentaire sens commun. C'est dans la nature du héros, dit la reine Soug hors de tout propos. Puis son regard se posa sur eux, maternel et tendre. Vous ne risquez rien. Il y a quelque urgence, dit Une. Je le sens, et toi aussi, Elric. Si fait. Un danger menacerait-il dans le royaume que nous avons laissé? Peut-être. Reine Soug, sommes-nous loin de la porte sans nom,
Et comment l'atteindre? Grâce au coursier Phalène, lui fut-il répondu. Ici, les eaux s'enflent toujours, et j'ai mes phalènes. Il nous suffit de les attendre. Ils arrivent. Elle semblait parler de choses et d'autres. Cette horde aurait pu être à vous, plus maintenant. Mais, vous comprenez, je ne peux pas prévoir. Tout nouveau piège est mystérieux pour moi comme pour vous. Je puis naviguer comme vous naviguez. C'est lié, vous savez. Et voilà que sur l'horizon miroitèrent et frémirent des lueurs irisées d'aurore polaire. La reine Soug les vit et soupira. Elle était heureuse. Bien, bien, ce n'est pas tard, simplement autre. Les couleurs envahissent maintenant le ciel. À mesure qu'elle se rapprochait, Elric s'aperçut qu'elle naissait de vastes ailes diaphanes soutenant des corps minces, de papillons plutôt que de phalènes, et tout aussi démesurés. Sans hésitation, les créatures amorcèrent leur descente jusqu'à les envelopper tous trois, ainsi que la nef, de palpitations veloutées. Au bateau! Cria la reine Soug. Vite, nous volons! Ils s'empressèrent de lui obéir, et la barque aussitôt prit son essor, apparemment sur le dos des gigantesques phalènes qui longèrent un moment le précipice avant d'y plonger. J'ai regardé, mais il n'y avait rien, dit la reine Soug à Elric et Oune, en guise d'explication. Puis, avec une étonnante douceur, les merveilleux lépidoptères déposèrent sur l'eau leur fardeau et repartirent, emplirent de leur vol les parois de la gorge, la baignèrent de lumière polychrome, dissipèrent la pénombre avant de s'évanouir là-haut, dans le ruban du ciel. Elric se prit le front. C'est vraiment le pays de la démence, Oune. En fait, je crois que c'est moi qui suis fou. Tu es en train de perdre confiance, prince Elric, et tel est précisément le piège de ces lieux, t'amener à voir le manque de logique en toi, et non dans ce qui t'entoure. Mais songe que nous avons déjà soumis Falador à notre équilibre. Nous ne saurions tarder à atteindre la prochaine porte. Pour y trouver quoi? Le sublime? La raison? Le sarcasme lui montait de l'étrange fatigue. Il poursuivait avec des forces intactes, mais dans un vide mental et moral absolu. Je n'ai de préscience qu'en ce que nous trouverons dans le pays sans nom. Les voleurs de songes ont peu de pouvoir sur ce qui vint par-delà cette 7e porte. J'avais effectivement remarqué la considérable influence que vous exercez ici. Mais il ne voulait pas la blesser. Il sourit, montrant qu'il voulait plaisanter. Une plainte jaillit devant, si pleine de souffrance que Dame Soug lâcha la barre pour se boucher les oreilles. Un long aboiement, qui roula entre les murailles de l'abîme, menaçant d'en détacher des rochers. Au coude suivant de la rivière, ils virent la bête, comme un grand loup hirsute, tendu dans un nouveau hurlement. L'eau se ruait tout autour de ses énormes pattes, l'enveloppant d'écume. Il tourna son regard sur eux et d'un seul coup disparut. Seul demeura l'écho de sa plainte. La vitesse du courant s'accrut. La barque dut heurter un obstacle et soudain bondit. La notonnière garda les mains plaquées sur les oreilles sans songer à la contrôler. Elric prit alors la barre, n'en put rien tirer, bien qu'il y mît toutes ses forces et renonça. Le torrent les précipitait toujours plus bas dans une entaille si profonde que la lumière se raréfia jusqu'aux limites de l'obscurité. Ils virent des visages qui leur disaient des choses, sentirent des mains qui se tendaient pour les toucher. Elric acquit la conviction qu'il n'était pas de créature mortelle qui, l'échéance passée, ne fût revenue ici pour le hanter. Son propre visage lui apparut plusieurs fois, et celui de Simoril, et celui d'Irkoun. De vieilles batailles furent de nouveau livrées sous ses yeux. Il sentit remonter d'anciennes et torturantes émotions. Il éprouva la perte de tout ce qu'il avait jamais aimé, le désespoir de la mort et de l'abandon, puis joignit sa propre voix au brouhaha, hurlant comme le loup avait hurlé, jusqu'à ce que Oune le saisit, le secoua, lui hurla dessus plus fort que lui, le fit revenir de cette démence où il commençait de sombrer. Elric, Elric, la dernière porte, tenez bon, nous y sommes presque, tiens bon, prince de Melniboné. Tu n'as cessé de montrer ton courage, tes ressources, il va t'être demandé plus encore, et tu dois être prêt. Elric se mit alors à rire de son sort et du sort de la sainte fille, de celui d'Anig et de celui d'Oune. Et la pensée de Simoril qui l'attendait sur l'île aux dragons sans même savoir s'il était mort ou vivant,
libre ou esclave, ne le fit pas moins rire. Quand Oune recommença de lui crier dessus, il lui éclata de rire au nez. Elric, tu nous trahis tous! Il cessa de rire, juste le temps de susurrer, presque triomphant. Oui, madame, il en est ainsi. Je suis traître, traître à vous tous, traître à moi. Ne vous l'avait-on pas dit, mon destin est de trahir. Eh bien, vous ne me trahirez pas, monsieur. Elle le gifla, le bourra de coups de poing et de coups de pied. Vous ne me trahirez pas, et vous ne trahirez pas la sainte fille. Sa douleur fut intense, et Oune n'y était pour rien. Il était son propre bourreau. Il poussa un cri, puis se mit à sangloter. Oune, qu'est-ce qui m'arrive? C'est Falador, se borna-t-elle à dire. Ça va mieux, prince Elric. Les visages dans le noir des parois continuaient de lui tenir leur discours inarticulé. L'air restait animé de tout ce qu'il craignait, de ce qui suscitait en lui la plus grande aversion. Il tremblait. Il ne put croiser le regard d'Oune. Il se sentit fondre en larmes. Moi, Elric, dernier du sang royal de Melniboné, mes yeux ont vu l'horreur, et mon cœur a courtisé les ducs des enfers. Pourquoi connaîtrais-je à présent la peur? Elle s'abstint d'une réponse qu'il n'attendait pas d'elle. La barque bondit, balança de nouveau, monta, plongea. Et soudain Elric fut calme. Il ne prit la main d'Oune que par simple affection. Je suis redevenu moi-même, je crois. Regardez, voilà la porte. Ils se retournèrent. La reine Soug tenait de nouveau la barre d'une main ferme et tendait l'autre droit devant eux. Elle poursuivit abondamment les mystérieuses tournures dont elle s'était servie jusqu'alors. Au-delà s'étend ce que vous nommez le pays sans nom. Vous allez trouver là-bas la forteresse de la Perle. Elle ne peut pas vous y accueillir. Qui? Les rapides avaient cessé. Ils glissèrent lentement vers une grande arche d'albâtre habillée de doux feuillages et de buissons. Qui? Dame Soug, la sainte fille? Insista Elric. Elle peut être sauvée, reprit la notonnière. Par vous deux seuls, je pense. Je l'ai aidée à demeurer là-bas, à y attendre les secours, mais je crains de ne pouvoir faire plus. Qui n'a cette crainte, madame? Dit Elric du fond du cœur. D'autres courants prenaient la nef, encore plus lents, comme répugnant à franchir l'ultime cercle des royaumes du songe. C'est que je ne suis plus d'aucune utilité, enchaîna-t-elle. J'ai peut-être même conspiré. C'étaient ces hommes, ils sont venus, puis d'autres et d'autres encore après eux. Il ne restait dès lors que la retraite. Que je voudrais connaître de tels mots. Vous les comprendriez si je les employais. Ah, vous savez, c'est dur ici. Elric la regarda dans la souffrance de ses yeux et comprit qu'elle était probablement plus captive de ce monde qu'Oune et lui ne le pourraient jamais être. N'aspirant qu'à s'en échapper, lui parut-il, et retenu par son seul amour pour la sainte fille, par son instinct protecteur. Pourtant, il était à peu près sûr qu'elle était arrivée ici longtemps avant Varadia. La nef s'engageait sous l'arche d'albâtre. L'air s'imprégna d'une agréable saveur saline, comme aux abords d'un océan. Elric décida qu'il lui fallait poser la question qui le hantait. Reine Soug, êtes-vous la mère de Varadia? La douleur dans les yeux de la femme voilée se fit plus intense encore quand elle les détourna, et sa réponse jaillit dans un pur sanglot d'angoisse qui le bouleversa. Qui sait? Qui sait? Ah, qui sait? Qui suis-je?